Mystic Moon, bienvenue dans l'espace sacré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à toutes vos questions. Vous m'avez posé plein de questions sur la pratique magique, sorcière, l'ésotérisme en général, mais aussi sur Mystic Moon, sur ma vie en Laponie, et c'est le moment pour moi de vous répondre. J'ai décidé donc de faire une vidéo FAQ, tout simplement parce que j'ai un certain nombre de personnes qui m'ont rejoint sur cette chaîne YouTube. Bienvenue à vous, notamment parce que j'ai fait une vidéo avec Jill sur sa chaîne YouTube Silent Jill à propos de la sorcellerie notamment. Donc c'était l'occasion de revenir pour bien revenir sur des points importants, je trouve, que vous avez soulevés à travers vos questions, mieux apprendre à se connaître, et puis aussi pour les anciens, anciennes, revenir sur des points qui me semblent assez importants. C'est aussi l'occasion pour moi de revenir pleinement sur YouTube parce que ce dernier mois était un petit peu chaotique du fait que je suis partie pendant 3 semaines en Belgique justement pour tourner avec Jill, ensuite en France pour retrouver mes proches, mais aussi pour animer une retraite spirituelle et ésotérique. Donc tout ça a fait que j'étais moins disponible ici, et donc là je reviens avec cette vidéo et d'autres sont déjà à venir. Il est prévu justement que je refasse un point sur cette fameuse retraite que j'ai guidée, animée dans le Jura. C'était incroyable, j'ai vécu une expérience incroyable. Et puis il y aura aussi une vidéo favori parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et voilà pour là ce qui s'en vient sur la chaîne. Sans plus attendre, je vais répondre à vos questions. J'en ai reçu beaucoup, plein de questions hyper intéressantes. Je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez ok qu'on fasse une vidéo longue. Vous m'avez dit oui. Alors je vais prendre le temps de répondre. Je vais essayer de faire la plus concise possible, mais essayer quand même d'aller un petit peu au fond des sujets quand je les trouve pertinents et importants. J'ai décidé de ne pas les sélectionner à l'avance en faisant des thématiques ou quoi. Vraiment, on discute, on papote, je les prends une à une et j'essaye de répondre à un maximum de questions. Alors je vais répondre à la première question que je trouve très intéressante, qui est de Julie, qui demande comment savoir si un sort a fonctionné. Je pense que c'est une question hyper importante parce que très sincèrement je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se la posent réellement, parce que on va faire ce qu'on a à faire et puis on attend de voir ce qui se passe sans vraiment penser à la suite, parce que la suite va être tout aussi importante que le moment du sort, du charme, du rituel. Alors il y a plusieurs choses que je peux vous conseiller. La première déjà, c'est d'être attentif à ce qui se passe avant le sort ou le charme ou le rituel. Ça paraît évident, mais c'est pas toujours fait. Par exemple, on me demande souvent, est-ce que mon rituel de purification a fonctionné? La question à se poser, c'est est-ce que tu as écouté tes ressentis? Est-ce que tu as pu établir une genre d'analyse qui te permet de te dire comment étaient les énergies avant? Parce que sans ça, ça va être difficile de savoir comment elles vont être après. Donc c'est toujours regarder quelle est la situation avant, ensuite comment on va transformer cette situation grâce au sort, au charme, au rituel, et enfin être à l'écoute, être attentif, attentive à ce qui va se passer par la suite. Donc là il y a une notion de temps qui est intéressante, et ça c'est quelque chose que vous pouvez intégrer, et d'ailleurs je le conseille fortement dans vos pratiques magiques. C'est-à-dire d'instaurer un protocole où on va prendre plusieurs choses en compte, notamment le temps de réalisation du rituel, de la transformation du monde que l'on recherche. C'est-à-dire qu'on a toujours une intention qui vise à transformer le monde, et donc cette intention on va la cadrer dans le temps. C'est-à-dire que on essaye de dire bah voilà, ça doit se passer dans ce cycle-là de lune, ou ce cycle de saison, ou cette semaine, ou cet espace-temps que je définis en fait. Est-ce que forcément ça va se passer dans cet espace-temps? Pas toujours, mais en tout cas on essaye de cadrer un maximum. Déjà ça va vous permettre de savoir est-ce que vous devez être attentif pendant 48 heures ou pendant 2 semaines ou pendant 2 mois, parce que c'est quand même pas la même chose. Ça c'est vraiment le premier gros conseil que je vous donnerais, encadrer l'espace-temps, être à l'écoute de vos ressentis avant, pendant et après, et notifier s'il y a une différence en fait entre avant le rituel et après le rituel. Ensuite, il faut prendre également en compte que vous n'êtes pas la seule à être impliquée dans le rituel. Il y a forcément une énergie extérieure à vous, ça peut être une divinité, une entité, ou aussi des éléments, une énergie justement saisonnière, lunaire, vos ancêtres, peu importe. En tout cas, il y a une source d'énergie extérieure à vous qui participe et qui influence le rituel. Donc il va falloir être assez ouvert et ouverte à quand ça va se produire et comment ça va se produire, parce que entre ce qu'on a ici dans notre mental, dans notre tête, dans notre esprit et ce qui va réellement se dérouler, il peut y avoir une différence parce qu'on n'est pas les seuls
à influer justement sur le résultat. Donc ça aussi c'est à le prendre en compte, et donc ça peut être de créer des protocoles justement avec ces sources d'énergie avec lesquelles on travaille pour décider ensemble une espèce de code pour déjà vérifier que c'est bien entre lui et moi que ça se passe et pas une autre énergie qui pourrait être ressemblante mais qui ne l'est pas. Donc pour s'assurer de avec qui on ritualise vraiment, comment on ritualise. Et puis ça va permettre aussi d'avoir une espèce de code, une communication sur comment on va pouvoir se dire que le résultat est là, est arrivé. Moi par exemple, je peux demander de recevoir un signe dans un rêve, donc je ne dis pas je veux voir ça, je laisse venir, parce que si je dis je veux voir par exemple un lapin blanc, eh bien il est fort possible que mon mental, ma psyché crée un lapin blanc dans mon esprit et que je le retrouve par la suite. Donc je ne dis jamais je veux recevoir tel signe, je dis donnez-moi un signe vraiment évident en rêve qui débarque de nulle part dans mon rêve et où je serais capable de dire c'est le signe, et que ce signe là je dois le retrouver dans les 24 heures, donc le lendemain, dans ma vie matérielle, donc pas quand je suis endormie. Donc c'est ça qui me permet de me dire ok, donc ça vient valider en fait que oui, ça s'est bien réalisé, ça s'est bien passé, et donc je dois être attentive aux résultats. Il n'y a pas le choix en fait que de créer des protocoles en magie. On parle beaucoup de l'intuition dans la pratique magique. Je pense qu'elle est nécessaire et indispensable, mais tout comme le cadre, tout comme le protocole en magie, il est aussi nécessaire, notamment pour vérifier le résultat. Voilà Julie pour ta question, merci parce que je la trouvais très intéressante. Et je vais donc passer à la prochaine qui n'a rien à voir, mais c'est ça qui est cool. On est vraiment en mode papote aujourd'hui comme je disais. C'est Charlotte qui me demande qu'est-ce que la vie en Laponie m'a apporté de positif. Beaucoup de choses. Il faut savoir que ça fait plus de 4 ans que je vis en Suède et plus de 3 ans que je vis en Laponie suédoise. Donc je vis dans la partie nord de la Suède, le dernier quart nord de la Suède, au niveau du cercle polaire. Donc c'est toute une aventure au quotidien. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos, du coup je vais pas revenir globalement sur toute cette vie un peu folle. Sachez que je vous accueille ici également dans des retraites spirituelles, ésotériques, pendant des séjours où il y a des programmes qui sont organisés. Vous pouvez aussi faire des séjours personnalisés, il y a plein de choses qui se passent ici. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site à ce sujet. Par rapport à ce que ça m'a apporté de positif, ça a été une reconnexion profonde à moi. Une reconnexion profonde avec la personne avec qui je vis, qui est mon mari, Alix. Une connexion profonde à mon environnement, à la nature, une compréhension de la puissance des forces de la nature, une compréhension des cycles de la nature. Ça a été aussi de retrouver un rythme beaucoup plus réaliste, humain, naturel, beaucoup plus posé, moins de stress, moins d'anxiété, même si j'en ai toujours bien sûr, et que y a plein de choses que j'explore encore sur moi-même et sûrement toute ma vie de toute façon, mais ça a largement favorisé l'apaisement, la paix, l'harmonie, le bien-être, la connexion, la puissance, la force, l'authenticité, beaucoup d'authenticité. Voilà, c'est quelque chose de plus vrai, de plus honnête. Quelque chose d'éloigné du brouhaha de la société qui veut parfois nous faire croire qu'on a besoin de telle ou telle chose, et là on revient en vivant ici à un essentiel, on retrouve sa juste place qui est de faire partie d'un grand tout et de ne pas être supérieur à. Ça c'est très fort. Beaucoup de choses qui m'ont apporté dans mon authenticité, dans qui je suis, et du coup dans ma pratique. Et dans ma connexion aux puissances quoi. C'est magnifique, c'est magique de vivre ici, même si là on a parlé que des côtés positifs et qu'il y a plein de côtés beaucoup plus compliqués, c'est évident. Alors Saya qui me demande alors cette retraite en France. Je vais en faire une vidéo dédiée comme je vous disais au début de la vidéo, donc je vais pas répondre à cette question, mais c'est prévu que j'y réponde, où je vais revenir un petit peu sur tout le déroulé de la retraite, un petit peu les backstage aussi, et puis comment je l'ai vécu et tout ça. Donc ça, ça va arriver. J'ai une question sur est-ce que Mystic Moon est ma seule source de revenus? La réponse est oui et non. Oui, dans le sens où je peux avoir un revenu grâce à mon activité avec Mystic Moon, mais si j'étais seule, est-ce qu'elle serait suffisamment stable et suffisamment importante pour en vivre décemment? La réponse aujourd'hui est
pas vraiment quoi. Donc c'est pour ça que je veux être honnête avec vous et transparente sur le fait que aujourd'hui, si je ne vivais pas avec quelqu'un qui avait un revenu stable et si je n'avais pas fait des économies pendant plusieurs années pour pouvoir piocher dedans régulièrement quand c'est pas trop ça, je ne pourrais pas vivre de Mystic Moon aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est pas suffisamment stable et pas suffisamment conséquent pour me dire voilà, si demain je me retrouve toute seule je peux en vivre, mais ça en prend le chemin tranquillement. Je préfère prendre mon temps et faire les choses bien, voilà, ne pas exploser à ce niveau là, c'est important parce que c'est ce qui me permet de vivre, mais je veux pas que ça passe devant d'autres préoccupations de mes valeurs éthiques et de mon approche de la spiritualité. Donc j'essaye de trouver un équilibre pour pouvoir en vivre parce que j'y ai dédié 100% de ma vie, 100% de mon temps, donc c'est nécessaire qu'il y ait un revenu qui rentre pour que je puisse en vivre décemment, mais voilà, sans prendre des chemins qui sont pas toujours les bons je pense. Donc c'est trouver l'équilibre dans tout ça et ça suit son cours. On me demande du coup comment je me suis lancée avec Mystic Moon. Eh bien, j'en parle assez régulièrement dans les interviews, etc. Donc très rapidement, à la base, c'était juste un webzine pour partager autour de ces pratiques-là. Ça a explosé très très vite. J'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup d'intérêt. Et voilà comment ça s'est fait. Tout simplement, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et puis ça a plu, quoi. Voilà. Et comment j'ai eu le courage de le faire, j'ai pas eu de courage en fait en soi, dans le sens où j'étais dans une transition de vie, où j'avais pris le courage de quitter mon job par contre. Si en soi on peut dire que j'ai eu du courage de quitter mon travail, de tout quitter mon pays, etc. De m'installer ici pour avoir une nouvelle vie et dans tout ça, de me dire allez, quitte à avoir une nouvelle vie, allons-y jusqu'au bout. Et j'ai testé l'expérience et puis écoutez, ça a marché et on verra quoi. Alors, j'ai eu une question de Noélie qui me demandait si je connaissais le chamanisme et est-ce que je l'inclus dans ma pratique. Je trouvais hyper intéressant et important qu'on revienne un peu sur cette question. J'avais parlé de chamanisme au tout début de Mystic Moon pour les personnes qui me suivent depuis le début et puis je n'en ai plus parlé parce que j'ai compris que c'était vraiment un gros amalgame et une incompréhension de ma part d'utiliser ce terme. Je pense que c'est très compliqué de se faire un avis sur la question aujourd'hui parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Je pense que le mieux est de retourner à la source et de s'adresser aux personnes qui sont concernées, ce qui n'est pas mon cas, pour comprendre ce que c'est le chamanisme. Ce que je peux vous dire quand même assez rapidement de ce que j'ai compris quand même, c'est que déjà le terme chamanisme est très mal utilisé aujourd'hui parce qu'il concerne à la base uniquement la Sibérie avec des pratiques et des cultures, traditions reliées à la Sibérie. Et ce sont des anthropologues occidentaux qui à un moment donné ont calqué ce terme chamanisme à d'autres pratiques, à d'autres cultures, à d'autres traditions. Mais ce qui est faux déjà à la base. C'est déjà problématique en fait d'appeler toute pratique chamanique sans en comprendre l'origine qui est du coup de la Sibérie. Donc très souvent quand on parle chamanisme on pense natif américain alors que pas du tout puisque les natifs ils vont plutôt s'appeler hommes et femmes médecine. Donc c'est pas le même rapport et c'est pas le même terme en fait. De toute manière, c'est à peu près impossible de généraliser puisque en fonction de l'époque, de la culture, de la tradition, de la géographie, on va pas retrouver les mêmes pratiques. Mais j'ai pu noter des points de corrélation, notamment avec ce que nous on appelle chez nous la sorcellerie. Et je pense que tout simplement quand on pratique la sorcellerie, il y a un fort rapport avec ce qu'on pourrait appeler ailleurs le chamanisme, même si c'est complètement différent, parce que encore une fois, ce n'est pas la même culture, ce ne sont pas les mêmes traditions, ce n'est pas les mêmes époques, ce n'est pas la même géographie, ce n'est pas le même territoire. Mais pour autant, on va retrouver cette idée que il y a une responsabilité, un rôle, et ça aussi c'est pas bien compris en général. Quand on pense chaman, on va très souvent le romantiser et l'associer à ce qu'on a en tête qui sont les voyages au tambour, les états de conscience modifiés. Si ça peut faire partie en effet des pratiques, ce n'est pas du tout le cœur et l'essentiel, mais pas du tout. Et il y a une forte responsabilité du chaman ou de la sorcière dans la communauté qui est le lien notamment avec l'invisible, avec les autres mondes. Donc c'est un très vaste sujet, passionnant. Aujourd'hui, est-ce que moi j'inclus du chamanisme dans ma pratique? En tant que tel, non, parce que je suis pas légitime à le faire. Par contre, j'ai compris avec le temps que
j'avais des ressources liées à mon territoire, à ma propre culture, qui étaient tout aussi puissantes et intéressantes et qui me correspondaient d'autant plus, notamment à travers la sorcellerie. Donc voilà, je sais pas si j'ai pu répondre à ta question, j'espère en tout cas. Et encore une fois, c'est un vaste sujet que je survole aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, renseignez-vous vraiment sur des aspects anthropologiques, historiques, d'origine, et adressez-vous aux personnes qui sont véritablement concernées. Alors, j'ai une question de Naomi. Alors on a eu Noélie, cette fois-ci c'est Naomi, qui me demande comment j'ai su qu'il fallait que j'aille vivre en Laponie. Alors il fallait pas que j'aille vivre en Laponie en soi. Ça aussi j'ai souvent répondu à cette question, mais j'y reviens parce que je la trouve... Bah, c'est important, je sais que ça vous pose beaucoup de questions de pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui s'est passé sur mon parcours. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que j'ai fait un road trip ici en fait. Donc pas ici, mais en Suède. Donc j'ai fait Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, re-Suède et après redescendu Danemark, Allemagne jusqu'en France. Donc j'ai fait ça avec mon van aménagé et mon cher et tendre. Et on a vagabondé dans ces pays et... je me suis jamais sentie aussi apaisée, épanouie, heureuse, connectée que quand j'étais là. Et j'ai dit tout de suite à Alix, mon mari, j'aimerais poser mes valises ici. Et il m'a dit oui, tout de suite aussi. Il n'y a pas eu de débat, pas eu de discussion, pas de questions. C'était assez évident pour lui et moi. Assez évident aussi qu'on n'avait pas d'attente. Et ça, c'était très important. Et ça, c'est vraiment ce que je pourrais vous dire. Peu importe votre projet de vie, plus on va projeter des attentes, plus on va être déçu. J'avais aucune attente en me disant peut-être que ça ne marchera pas du tout, que ça ne nous plaira pas. Et ben c'est pas grave, on stoppe et on revient en arrière. Enfin, on revient jamais en arrière en soi, mais on revient en France. C'est pas grave, c'est pas un souci. Et j'étais vraiment partie dans cette optique-là. Et puis bah, finalement, ça s'est très bien passé. Mais voilà, pas d'attente et juste une évidence. Juste. Bon, je sais pas si c'est juste une évidence, mais voilà quoi. Alors, Lulu Mang, qui me demande: pour faire un rituel en réelle pleine conscience, as-tu des astuces pour y accéder? Alors, cette fameuse pleine conscience, est-ce qu'elle existe? Déjà, on n'en sait rien en soi. C'est vraiment un ressenti, une expérience très personnelle, une sensation. Et est-ce qu'on peut vraiment être véritablement en totale pleine conscience? Je pense pas. L'idée de la pleine conscience, en fait, c'est vraiment d'atteindre cette expérience, ce ressenti de son être totalement et du présent et de son environnement, ce grand tout. Le grand tout ici et maintenant interconnecté, ce serait potentiellement ça, la pleine conscience. Je pense que c'est à peu près impossible à l'atteindre parce qu'on est aussi des êtres humains incarnés avec toutes nos problématiques et tous nos défauts. C'est ça qui fait aussi ce qu'on est. Je pense que par contre dans un rituel, en effet, il est important d'être à minima concentré, aligné, ancré et d'aller activer sa pleine puissance. Après, d'avoir en plus cette pleine conscience de l'instant présent, oui, et de soi et de son environnement, oui. Comment on peut l'atteindre? Je pense que c'est par la répétition. C'est-à-dire que je pense qu'il est vain de croire que si on fait un rituel de 5 minutes tous les 6 mois, on va avoir cette pleine conscience de cette pleine connexion. Parce que bah, c'est une relation qui se construit sur le long terme avec soi, avec son environnement, avec son égrégore, avec sa pratique. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est peut-être le chemin de toute une vie. Et en soi, c'est pas un objectif à atteindre. Il faut comprendre que ça, c'est au service de. C'est au service de son incarnation terrestre. Comme je dis toujours, la spiritualité doit nous aider à vivre pleinement notre vie matérielle et pas à la fuir. Donc, explorer cette pleine conscience. Je pense que sincèrement ça peut aider en effet à vous connecter à votre territoire, à votre pratique, à vous, à votre environnement, à l'invisible, à tout ce que vous voulez, au présent, etc. Mais ne vous focussez pas là-dessus parce qu'en plus je pense que plus vous vous focussez là-dessus, moins vous y arrivez. Donc laissez venir les choses en prenant le temps de faire les choses. Première étape, prenez le temps de faire les choses. Créez le cadre pour vivre les choses. Essayez de les vivre dans le temps, régulièrement, de le nourrir. C'est là où la pleine conscience, elle va arriver. C'est pas en se disant,
je me mets en tailleur, je prends la musique avec la vibration hertzienne, bidule chouette, et en 5 minutes je suis partie dans la stratosphère. Non, là ce qu'on veut pour moi, en tout cas, pour moi ce qui est important de ces pratiques là, c'est de vivre l'instant présent, connecté à ce qui nous entoure, et ça c'est une relation qui se crée. C'est une relation qui se crée, puis c'est un travail sur soi, d'ancrage, de lâcher prise, d'apaisement. Et ça marche pas tout le temps parce qu'on a notre vie qui est comme ça. C'est accepter les cycles, accepter justement le chaos, trouver l'équilibre dans le chaos. C'est un immense et vaste sujet qui prend toute une vie. Et donc je pense que ça doit pas être un objectif à atteindre, ça doit faire partie du chemin, quoi. Faire partie de la construction. Voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer un petit peu. Alors, j'ai une question plutôt sur Mystic Moon et sur des projets Mystic Moon, qui est la différence entre magie saisonnière et magie des cycles. Alors, si vous n'avez pas suivi, je propose 2 approches en ce moment, enfin tout le temps en fait, qui est la magie saisonnière. C'est une plateforme en ligne mensuelle où tous les mois vous recevez des contenus pour vous accompagner au quotidien dans votre pratique. C'est hyper cool, vous avez des rituels vidéo, méditation guidée, des cours PDF sous forme un peu agenda, almanach, bullet journal pour vous accompagner chaque semaine avec compréhension des énergies, l'effet de paille, il y a une cycle de la lune, enfin c'est hyper complet, c'est à mini prix parce que c'est que 16 € le maximum, à partir de 3 € jusqu'à 16 €. Vous avez aussi accès à un serveur de discussion, à des lives privés, enfin c'est hyper conséquent et c'est hyper cool et pour un tout petit prix. Donc voilà, magie saisonnière c'est ça, c'est l'abonnement mensuel. Magie des cycles, là on va aller justement expliquer ce que c'est que la magie saisonnière, le concept que j'ai créé en étudiant globalement le cycle de la lune, le cycle des saisons, etc. et d'avoir des clés de compréhension, des méthodes, avec aussi des outils comme le yoga, comme la méditation, d'autres outils physiques aussi comme une roue un peu particulière que je vous invite à créer, un espace sacré intérieur, un hôtel. Donc en gros c'est le cadre de pratique en fait que là je vous donne à travers Magie des cycles, c'est toutes les clés de compréhension. Magie saisonnière c'est des petites pratiques tous les mois pour maintenir en fait quotidiennement votre pratique, alors que magie des cycles c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus conséquent en termes de réflexion et de méthodologie. Donc c'est 2 choses différentes mais c'est très complémentaire. Le programme, on conceptualise, on étudie, on met en place, voilà, c'est vraiment quelque chose d'avancé et d'élaboré. Et puis magie saisonnière qui est la pratique du quotidien, qui permet de se lancer, de découvrir, d'explorer et de maintenir une pratique quotidienne. Allez voir sur le site, vous avez toutes les infos dans la description. On a tout à la fin quelque chose qui s'appelle formule magique dans la page qui présente le programme Magie des cycles, qui vous explique la formule magique entre du coup les deux, si vous prenez et la plateforme et le programme. Là vous avez la totale, vous avez du coup une réduction pour accéder au programme, enfin voilà. La formule magique peut être intéressante si vous vous intéressez aux deux, et c'est tout dans le site. Alors, Hélène qui me demande par où commencer, quel rituel conseilles-tu pour les débutants et qu'apporte-t-il? Merci. Alors là, ce serait une vidéo dédiée si je devais, ce serait même une centaine de vidéos si je devais vous donner tous les rituels possibles, imaginables qu'on peut faire. Il y en a des milliers en fait. C'est très souvent qu'on me pose cette question et moi cette question me pose une question. Donc c'est moi qui vais vous poser la question. Si vous ne savez pas quel rituel vous devez faire, est-ce que vous devez faire un rituel? Pour moi, le rituel, en tout cas, en tant que, là je vois bien, tu as une intention de type rituel de protection, de purification, d'abondance, de prospérité, que sais-je, d'apaisement, d'harmonie, de protection. Et tu te demandes par lequel je vais commencer. Mais c'est pas ça la question qu'il faut se poser, c'est lequel dont j'ai besoin. Donc pour moi, la magie de la sorcellerie, à aucun moment je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Parce que ça répond à un besoin, soit de moi, soit un besoin de la communauté, soit un besoin qui m'exprimait de l'invisible. C'est ça le rôle clé de la pratique magique et de la pratique sorcière, c'est d'être connecté à soi, à sa communauté et à son environnement, et c'est ça qui nous dit ce qu'on va faire, ce qu'on a à faire. Donc se poser la question, tiens j'aimerais bien faire un rituel mais je sais pas ce que je vais faire, je sais pas par quoi commencer, ça pose question sur est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que si tu en as vraiment besoin, normalement tu sais ce que tu as besoin de faire. J'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de trouver l'harmonie, ma communauté a besoin de soutien à ce niveau là, l'environnement qui m'entoure a besoin de ça.
Et du coup, ben là, en fonction de ce dont tu vas avoir besoin, là en effet, tu vas avoir toute une courbe d'apprentissage sur comment tu vas le mettre en place. Mais pour moi, la première question n'est pas de savoir quel rituel je vais faire, mais ce dont j'ai besoin, ou ma communauté, ou mon environnement. Et à partir de là, on peut discuter et tu peux venir me voir. Je fais des accompagnements, je fais des retraites, je fais des stages où j'apprends à comment créer un rituel, méthode de création de rituel et les étapes d'un rituel et comment procéder à un rituel. Donc là je donne tout à ce moment là, mais je ne vais pas te dire une liste de rituels parce que en fonction de ton contexte, de ton environnement, de tes besoins, le rituel que tu feras toi sera différent de le rituel de ton voisin. C'est adapté en fonction de plein de paramètres. Donc ne suivez pas les petites recettes toutes faites dans les livres qui vous dit prenez 3 grammes de lavande et 4 grammes d'huile essentielle de patchouli pour je sais pas quoi. Enfin ça a peu ou pas de sens quoi. J'espère que je t'ai répondu même si je t'ai pas répondu, mais en tout cas je t'ai répondu avec une réflexion qui j'espère t'apportera. Lunae justement qui a un petit peu une question similaire qui demande par quoi commencer quand on a envie mais qu'on n'y connaît rien. Commencer par se poser la question pourquoi j'ai envie de le faire, pourquoi j'ai envie de pratiquer, pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte, quel sens ça donne. C'est ça qui est important. Le faites pas pour le faire, je pense que ça vous apportera pas grand chose, peut-être juste un petit peu d'assouvir une curiosité, peut-être que ça vous amusera une semaine, 2 semaines, un mois, mais vous allez vite arrêter parce que ça répondra pas à un réel besoin. Donc par où commencer, vous posez la question qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup là tu vas arriver avec une question beaucoup plus précise. Si tu viens me voir en me disant Marie je voudrais mettre en place un protocole de protection pour mon foyer parce que je sens des attaques ou autre, ou j'aimerais mettre en place une pratique magique pour me connecter à mon environnement parce que j'ai envie de comprendre les plantes qui m'entourent, là je peux vous aider, là je peux vous donner des réponses. Mais par quoi commencer? Partout. Tu peux commencer par ce que tu veux, ce dont tu as besoin, toujours. Ou ta communauté, ou ton environnement. Alors Stéphanie qui me demande quelle est ta ou tes divinités patronnes. C'est très marrant parce que c'est quelque chose que j'assume peu ou pas, mais qui me suit depuis des années. C'est Cernunnos ou Carnunos que je porte d'ailleurs aujourd'hui près de moi. J'en parlerai peut-être dans le futur. Aujourd'hui, je suis encore dans cette exploration, mais ça a toujours été cette divinité qui était présente auprès de moi et qui a toujours été très présente dans ma dévotion, ma pratique. Ça a toujours été de toute manière Cernunnos et Carnunos. Je reviens toujours. Et puis Dana également. Donc ce sont des divinités celtes. Dana qui est tatouée dans mon dos depuis des années. Et puis Carnunos aussi que je porte très près de mon cœur. Et donc c'est 2 divinités que j'explore beaucoup mais que je me sens pas encore prête à en parler, prête à évoquer ces sujets-là. Je pense que ça va pas tant tarder que ça, mais j'ai encore besoin de temps. Voilà, ça fait pas 10 ans que je travaille avec des divinités. Moi, j'ai pas du tout commencé avec des divinités. J'ai commencé avec les cycles, avec les éléments. Et les divinités étaient quelque chose que je comprenais mais que j'allais pas complètement. J'ai beaucoup exploré avec mes ancêtres aussi. La première divinité avec laquelle j'ai vraiment tenté quelque chose c'était Freya, où j'ai reçu une initiation à la dévotion à Freya. Ce qui a été passionnant mais j'ai senti que ça résonnait pas suffisamment avec moi et du coup je reviens depuis des années toujours à Carnunos et Dana. Et Léa qui me demande depuis quand je pratique, je ne sais pas. Dans le sens où ça a été vraiment des va et des viens. C'est-à-dire que si je te dis depuis quand je pratique, ça n'a pas de sens parce que il y a des moments où j'ai beaucoup pratiqué, des moments où j'ai beaucoup moins pratiqué, des moments où je m'en suis très éloignée, où après j'y étais beaucoup... Enfin voilà, ça fait 3 ans que j'ai une pratique qui est hyper régulière parce que j'en ai fait mon activité et que du coup j'accompagne les autres dans leur pratique. Donc voilà, j'ai une structure aujourd'hui qui fait que je suis hyper régulière, mais alors pendant des années c'était en dents de scie, c'était je doute, je m'éloigne, je reviens. Donc aucune idée de combien de temps réellement j'ai pratiqué. Après, quand est-ce que ça m'est venu? Je pense que pareil, ça a été tout un chemin avec plein de péripéties où autant enfant il y a des choses qui se sont passées, pendant plusieurs années rien du tout, adolescence hop il y a eu des réminiscences, après rien du tout.
Là où vraiment ça a commencé à prendre une place beaucoup plus importante dans ma vie, c'était à mes 22-23 ans. Aujourd'hui j'en ai 34, donc ça fait plus de 10 ans. 22-23 ans, il y a une spiritualité en tout cas qui s'est vraiment installée dans ma vie. Et après des pratiques, ça a été plus long à se mettre en place de manière structurée, élaborée. Ça a pris très longtemps. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui est venu comme ça chez moi, vraiment pas. J'ai l'éveil du phénix qui me demande combien de temps libre il nous faut pour pratiquer avec la plateforme Magie Saisonnière. Le soleil a tourné, du coup je vais bouger la caméra. Oui, c'est un peu mieux comme ça, vous voyez un petit peu mon bazar là, mais c'est pas grave. Donc la question c'était combien de temps il faut prévoir par semaine pour travailler avec la plateforme Magie Saisonnière. Donc je vous en ai parlé précédemment de cette plateforme en ligne avec les rituels tous les mois, etc. Il n'y a rien à prévoir de temps dans le sens où je vous assure que on pratique jamais exactement de la même manière d'un mois à l'autre ou d'une semaine à l'autre en fonction de ses besoins, en fonction de son timing, en fonction de son contexte de vie. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte et c'est pour ça que c'est des tout petits prix. C'est 16 € par mois pour 3 rituels vidéo plus un rituel minimum par semaine qui est dispo dans le cours, plus méditation guidée, plus des tirages, plus des réflexions, enfin des lives. C'est énorme et du coup ça vous permet de piocher là où vous avez besoin, quand vous avez besoin, sans pression. C'est 16 €. Donc même si pour 16 € vous faites que la méditation et un tirage, vous n'êtes pas perdant. Ça reste des petits tarifs et en plus vous pouvez tout télécharger, tout conserver. C'est ça qui est vachement bien. C'est à dire que même si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous pouvez garder les rituels, les cours et les étudier plus tard. Donc combien de temps il faut par semaine, ça dépend. Est-ce que tu veux faire la totale ou est-ce que tu vas picorer et en ayant conscience que de toute façon il y a des semaines où tu feras tout, des mois où tu feras la totale et des semaines où tu feras rien, des mois où tu feras beaucoup moins. Et c'est ok en fait, il faut que tu suives aussi ton propre cycle par rapport à tes besoins, tes possibilités. C'est pour ça que les tarifs sont aussi petits, c'est pour vous enlever cette pression de oh, c'est un gros budget, du coup il faut vraiment que je m'investisse à la hauteur du budget. Là c'est quand même tranquille, il n'y a pas beaucoup de pression. 16 € ça reste une somme, je suis complètement d'accord, mais c'est pas non plus énormissime. Et en sachant que vous avez aussi des paliers qui sont à 9 € et 3 €, donc vous pouvez aussi prendre plus petit. Et en plus vous pouvez l'annuler quand vous voulez, changer aussi quand vous voulez, passer à 9 €, ensuite repasser à 3, passer à 16. Ça c'est vachement modulable, donc moi je me poserai pas la question comme ça, je me pose la question est-ce que j'ai envie d'explorer la magie saisonnière? Si oui, bah viens, et puis tu t'adapteras en fonction de tes besoins quoi. Alors on m'a demandé si je conseillais des livres. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les lectures sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à les voir, il y en a d'autres qui vont arriver. Notamment je vous fais visiter la bibliothèque, je vous parle de livres pour débuter. Ensuite je vous parle de tout mon rayon magie et sorcellerie. Et prochainement je vais vous parler encore d'un autre rayon de ma bibliothèque. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet et d'autres en plus qui sont à venir. Une question qui m'a été posée qui est quels ont été les premiers objets que tu as utilisés au tout début de ta pratique? Eh bien je suis vraiment partie sur moi-même pour commencer et la nature que j'avais autour de moi. J'avais 0 outil comme tout le monde, j'ai beaucoup travaillé avec les éléments donc de la terre, de l'eau, du feu, de l'air. Ensuite je suis très vite passée aux plantes, j'ai exploré aussi beaucoup avec les pierres au tout début. Et puis ensuite j'ai commencé à introduire des outils et un des premiers outils que j'ai eu et qui reste un outil central dans ma pratique, ça a été le chaudron et je dirais aussi la baguette, la cape aussi qui est un outil que j'utilise beaucoup, certains bijoux rituels également comme des malas ici. Donc voilà. En soi, j'ai plein d'outils qui se sont mis en place petit à petit, mais au début ça a été ce qu'il y avait autour de moi essentiellement. Et je pense que c'est intéressant de commencer par là aussi. Je crois que je vais m'arrêter là, j'ai répondu déjà à beaucoup de questions, c'était hyper riche, hyper intéressant, donc merci beaucoup pour ça. J'espère que ça vous aura permis de me connaître un peu mieux, de voir un petit peu aussi mon approche. Si vous voulez en savoir plus et puis faire appel à moi, vous avez toutes les infos dans la description sous la vidéo, rejoindre la plateforme Magie Saisonnière, le programme Magie des cycles, rejoindre un séjour, une retraite que j'organise en France ou en Suède. Vous avez toutes les infos dans la description. Merci pour votre intérêt, pour vos questions et je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Mystic Moon.
Ciao tout le monde. C'était Mystic Moon, l'espace sacré.